faut que je chante? Non. Alors je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est un peu plus basse de quelques octaves que d'ordinaire, mais c'est de saison. Alors, j'avais compris que c'était un colloque intime avec une trentaine de personnes quand j'ai été invité. Alors, je suis extrêmement impressionné de voir tout ce monde, et d'autant plus que j'ai très peu l'habitude de parler devant ce genre d'auditoire. Je suis plutôt devant des industriels, des gens qui sont dans l'action et pas des gens qui sont dans la réflexion. Mais c'est un peu le cœur du sujet, vous allez voir aujourd'hui. Alors, je ne pouvais pas rêver d'une meilleure introduction que celle qui a été faite par Pierre Servan-Schreiber, parce qu'au cœur finalement de sa présentation était le modèle anglo-saxon. Et que notamment la vision de l'état de droit dans le monde anglo-saxon versus la vision de l'état de droit dans un état jacobin comme la France. Et je ne pourrais pas être plus en opposition, je pense, avec ces positions que... voilà. Alors, j'aimerais avoir 20 minutes pour répondre à son intervention, mais ce n'est pas le sujet, donc je vais plutôt m'en tenir à ce qui était vaguement prévu. Mais vous allez voir que, en fait, on parle de la même chose. Et donc, la thèse que j'aimerais défendre aujourd'hui, ce matin en tout cas, c'est que nous sommes en train de payer aujourd'hui, au prix fort, la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, je savais que ça ferait rigoler dans les chaumières. Donc, et donc vous voyez que c'est très lié à ce que vient de dire Pierre Servan-Schreiber, puisque là où on n'est pas du tout d'accord, et donc on en parlera après, hein, mais c'était pas du tout préparé, mais j'avais pas du tout préparé de vous dire ça, mais c'est que je crois que effectivement ce genre de transaction et ce genre d'inquisition et du droit à tout prix, disons effectivement, où le parjure est plus grave que la faute quelque part dans le monde anglo-saxon, a un coût. Mais je pense que c'est effectivement le coût de l'état de droit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ce que je vois ici, dans ce pays, c'est effectivement une perte du pouvoir de l'État, mais comme tout organisme qui est attaqué, tel l'huître sur laquelle on laisse tomber des gouttes de citron, elle a tendance à se crisper, et ce n'est pas parce qu'elle est moins puissante qu'elle n'entend pas exercer un contrôle beaucoup plus fort. Et donc, moi, je ne crois pas que l'état de droit dans notre pays soit en bien meilleure forme qu'il ne l'est aux États-Unis. Et je veux dire, la France est régulièrement condamnée pour des décisions fiscales qui sont à l'encontre de la Constitution, et encore récemment sur la contribution sur les hauts revenus, dont malheureusement j'ai été victime. Donc, enfin bref, voilà. Donc j'aurais aimé avoir 20 minutes, mais je ne les ai pas. Et donc, je vais vous parler du sujet qui est quelque part le big data. Alors pourquoi le big data, c'est ce sujet-là précisément? Parce que le big data, alors Rifkin parle d'une troisième révolution industrielle après l'électricité et après la machine à vapeur. Moi aussi je parle de troisième révolution industrielle, mais en fait on ne parle pas de la même. La troisième révolution industrielle dont je parle, c'est la troisième sous-révolution dans la révolution des technologies du numérique. La première révolution a eu lieu dans les années 80. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas tous des spécialistes de l'informatique d'entreprise, comme j'ai l'habitude d'en avoir en face de moi, mais c'est la numérisation des processus dans les entreprises qui a conduit à l'émergence de sociétés comme Microsoft, Oracle, SAP. Et c'était une révolution qui avait un impact en termes de productivité, de compétitivité, mais surtout de productivité, dont les économistes montrent qu'aujourd'hui, le retour sur investissement, dans les investissements dans ce genre de technologie a atteint un plateau. Et l'innovation s'est progressivement déplacée dans la deuxième révolution numérique, qui est la révolution des années 2000, que cette fois-ci, en tant qu'utilisateur grand public, utilisateur normal, entre guillemets, nous connaissons tous, c'est-à-dire l'émergence de Google, de Facebook, de Twitter, d'Amazon, etc. Cette révolution-là est, et j'ai oublié le plus important, la révolution du mobile. Alors une autre de mes thèses, c'est que cette troisième révolution industrielle, que vous l'appreniez à mon sens, que je n'ai pas encore expliqué à celui de Rifkin, c'est une révolution qui mélange à la fois la machine à vapeur, la mobilité, la locomotive, la voiture, etc., et l'électricité, c'est-à-dire le numérique. Donc c'est la rencontre finalement de ces deux révolutions précédentes. Alors, cette deuxième révolution numérique a eu comme principale caractéristique d'établir pour la première fois dans l'histoire une connexion directe, numérique bien sûr, temps réel, avec les clients. C'est
la première fois dans l'histoire où on s'est d'abord intéressé à ce que voulaient les gens, puis on a conçu des offres, et on a essayé ensuite de les faire adhérer à ces offres. J'ai assisté jeudi à une présentation à l'École Polytechnique de Jean-Marie Culpin, qui est le vice-président en charge du marketing du groupe Orange, et qui expliquait exactement ça. Il disait, avant on faisait des produits, puis on faisait des offres marketing, puis on essayait vaguement d'essayer de les caser aux clients. Et aujourd'hui, on a des clients, on essaie de comprendre de quoi ils ont besoin, on conçoit ensuite des offres marketing, et puis on essaie de voir quels produits pourraient bien remplir l'offre marketing qu'on a envie de leur vendre. Ça n'a l'air de rien, cette révolution copernicienne, mais c'est absolument majeur. Et donc, ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, la troisième révolution numérique, c'est la conjonction du monde de l'entreprise et du monde des usages grand public. Et pour faire très court, les principales caractéristiques de cette révolution-là sont, d'une part, il faut que je retourne ma page parce que j'ai marqué quand même 2-3 trucs, sont effectivement cette capacité à se connecter directement avec des clients dans une logique numérique qui permet de capter des données, comprendre les usages qui sont faits avec les produits qu'on met à disposition des gens, et c'est ça le plus important, rentrer non pas dans une logique de contrainte, d'ailleurs ça se rapporte pas mal à la discussion précédente aussi, non pas dans une logique de contrainte, c'est-à-dire typiquement les opérateurs télécoms qui, jusqu'à il y a encore 2-3 ans, considéraient qu'il était plus intelligent d'empêcher les clients de partir en mettant des périodes d'engagement de 24 mois, des pénalités, des remboursements, etc., et qui, depuis 2-3 ans, considéraient qu'il était plus intelligent d'essayer de fidéliser les clients et de les récompenser de leur fidélité, plutôt de les punir de leur méchanceté. Hein. Et donc c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus efficace. Et donc c'est un des marqueurs clés de cette révolution industrielle. On est sur une économie de l'usage, on est sur une économie de la séduction, et plus que tout, le mot qui est le plus important, on est sur une économie de la satisfaction. C'est moi qui fais ou ça, ce machin se baisse? J'appuie dessus, ça doit être ça. Donc on est sur une économie de l'addiction. Et alors évidemment, on peut porter un jugement moral sur la chose en disant le marketing c'est mal, l'addiction, tout cela c'est mal. Très bien. Ah merci, c'est gentil. Mes vertèbres se tassent, mais pas à la vitesse du pupitre, malheureusement. Alors, donc l'addiction, c'est vraiment un des marqueurs clés de cette révolution. Une des autres caractéristiques, il y a 2 autres caractéristiques absolument essentielles qu'il faut comprendre, et on est en plein dans le modèle anglo-saxon, on y reviendra versus le modèle, on va dire, français, c'est des stratégies qui conduisent à l'émergence de monopoles naturels. Les industries telles qu'on les connaît aujourd'hui sont organisées en général par spécialité. Vous avez l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, vous avez l'industrie, je ne sais pas, des télécommunications, etc. Et il y a des leaders dans chacune de ces industries verticales. Dans le monde de l'usage dans lequel nous rentrons, ces industries verticales, spécialisées, sont en train d'être remplacées par des écosystèmes transverses qui s'articulent autour d'un usage particulier. Alors ça peut être typiquement le véhicule connecté. Hein. Si vous regardez par exemple ce qu'il peut y avoir derrière un modèle comme Autolib, alors vous pouvez dire après tout Autolib, c'est en gros juste l'industrie automobile New Look. Ça, c'est la manière dont les fabricants automobiles voient Autolib. Mais si vous prenez un tout petit peu d'altitude, vous vous rendez compte que la manière dont la voiture électrique va progressivement s'imposer en milieu urbain va avoir des conséquences importantes sur la manière de délivrer l'électricité, hein, ou l'endroit où on va les recharger. Donc ça va impacter les gens qui fournissent et fabriquent de l'électricité. Si même vous imaginez que quand vous avez une voiture électrique que vous rechargez pendant la journée, vous rentrez chez vous le soir, vous n'habitez pas forcément en limite d'autonomie de votre voiture, donc il vous reste de l'énergie dans votre batterie. Et vous arrivez à 19h30 chez vous, l'heure de pointe pour les électriciens. Donc peut-être que vous pourrez revendre de l'énergie aux électriciens. Donc on commence déjà à toucher à ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les gens qui fournissent des services avec des rentes qui d'ailleurs sont exactement, et j'y reviendrai un peu plus longuement si j'ai le temps, sur la ligne de mire de tous ces géants du numérique. Mais ce n'est pas fini.
Imaginez demain que la voiture électrique soit une voiture qui se conduise toute seule. Google travaille sur la conduite autonome. Alors pour l'instant, il y a deux visions qui s'affrontent. La vision des fabricants automobiles qui considèrent que la conduite autonome n'est qu'un petit supplément d'âme qu'on va rajouter aux voitures pour permettre de gagner du temps. Dans les transports, par exemple, quand je suis sur l'autoroute, je vais pouvoir mettre le pilote automatique et puis bouquiner, tranquille, et puis quand je sortirai, je reprendrai le volant. Mais vous avez des visions de rupture beaucoup plus radicales, et je pense que c'est celles comme des gens comme Uber ou Google qui considèrent que le véhicule autonome sera vraiment autonome, il n'y aura vraiment pas de chauffeur. Et si vous remplacez des autolibres par des autolibres où vous ne conduisez pas, mais vous remplacez ça par des voitures complètement automatiques qui vont aller se recharger, vous savez, comme les petits aspirateurs là, qui aspirent tout seuls chez vous et qui, quand ils n'ont pas d'énergie, vont chercher une borne de recharge quelque part sur une plainte dans votre appartement, ben vous remplacez la plainte par le boulevard des Maréchaux et puis vous mettez des endroits où il y a de la place pour garer des voitures et puis vous avez une flotte de petites voitures qui vont se recharger toutes seules et vous conduire d'un point à un autre. Vous commencez à toucher, cette fois-ci, au modèle de la RATP. Vous commencez à toucher au modèle des taxis. Imaginez que ce soit Google ou Uber ou les deux qui le fassent. Mais ce n'est pas fini. Imaginez que le coffre derrière ces petites voitures soit remplacé par 5 petits coffres indépendants et que... où est mon téléphone? Je l'ai laissé là-bas, mais... et que finalement, on vous propose de vous amener ce que vous achetez sur Amazon ou sur Google à domicile, dans un de ces coffres, et on change le modèle. Au lieu de rester une journée chez vous à attendre que le livreur d'UPS ou de DHL, etc., vienne vous livrer, enfin, en général, n'y arrive pas parce que vous avez oublié de mettre le code, ou que le prestataire a oublié de le transmettre à DHL, ou que vous êtes absent, ou que vous êtes sous la douche, ça m'arrive souvent. J'ai le malheur de prendre les douches le matin, moi, et les livreurs aussi arrivent le matin. Enfin, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles vous avez des sources d'insatisfaction. Quand vous êtes dans une économie de l'addiction, mettez-vous à la place de Google, vous voulez piquer les clients d'Amazon. Je reviendrai sur cette notion de monopole naturel un peu plus tard, c'est très important. Je ne l'ai pas expliqué, c'est un peu dommage. Mais quand vous êtes Google, vous essayez de faire concurrence à Amazon. Vous faites Google Shopping, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est vous dire à quel point ça a du mal à percer. Comment vous pouvez espérer capter les clients? Est-ce qu'en ayant une meilleure chaîne logistique qu'Amazon, vous y arriverez? Des meilleurs délais de livraison? Peut-être. Mais je pense que l'angle d'attaque le plus efficace, c'est la manière dont vous allez livrer et je dirais, le confort avec lequel vous allez livrer. Donc si vous remplacez le modèle de « je reste une journée à attendre qu'on me livre » par un modèle qui est « je ne reste qu'un quart d'heure et dans un créneau d'un quart d'heure, je reçois un SMS sur mon téléphone qui dit « descendez, le colis est là, vous mettez votre iPhone sur le coffre, il s'ouvre, vous prenez votre colis et vous partez », eh bien vous avez toutes les chances de capter les clients. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'effectivement Uber d'un côté, Google de l'autre, DHL, Amazon travaillent tous sur les technologies de drones. Alors, ce n'est pas en milieu urbain, hein, c'est en milieu plutôt rural, mais sur les technologies de drones pour arriver sur ce dernier kilomètre qui est la clé pour capter les clients. Donc la relation avec les clients dans une économie qui est drivée par les usages est devenue absolument essentielle. Alors on est loin de la révocation de l'édit de Nantes, hein, mais vous allez voir, on va y revenir. Alors, ce qui est absolument clé dans cette révolution industrielle, c'est de comprendre qu'on a face à nous un nouveau modèle industriel qui est en train de sortir de ces plates-bandes habituelles. Les plates-bandes habituelles, c'est effectivement Google, Amazon, c'est le monde numérique, mais j'ai fait allusion tout à l'heure au fait qu'on était face à une révolution hybride où on mélangeait la machine à vapeur et l'électricité et que donc on allait avoir des conséquences beaucoup plus graves que chacune individuellement de ces révolutions-là. Après les usages numériques, la révolution d'Internet, le haut débit, etc., le téléphone mobile a commencé à nous lancer, l'humanité, dans une ère où la mobilité est complètement revisité. Le monde n'a jamais été aussi petit, comme vous le faisiez remarquer, et il est en particulier à cause de l'Internet, et encore plus à cause du dernier kilomètre là aussi, c'est-à-dire le téléphone mobile. Il n'est pas plus petit quand je suis assis à côté de mon ordinateur chez moi, il est plus petit tout le temps parce que je porte sur moi un outil de mobilité qui me permet d'y avoir accès. Et donc aujourd'hui, ces industries purement numériques sont en train de prendre pied dans l'industrie
tout ce qui est de plus physique et lourde, et s'attaque à la mobilité, on en a parlé longuement avec le véhicule connecté, dans la mobilité physique. C'est là que les Athéniens s'atteignent, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors, quelques exemples. Le personnage qui n'est pas très connu en France, qui est très connu aux États-Unis, s'appelle Elon Musk. Qui connaît Elon Musk dans la salle? Vous voyez? C'est pourtant le Rockefeller le plus important, le futur Rockefeller de cette révolution industrielle. C'est la personne la plus dangereuse, la plus importante, la plus folle, la plus hors limite qu'on puisse imaginer. C'est vraiment ça devrait être l'objet d'étude de l'ensemble des gens ici et ailleurs. Cet individu est le fondateur de PayPal, que vous connaissez par contre là sans doute. J'entends un murmure de satisfaction, au moins ça je connais. Donc vous le connaissiez finalement. Hein. Et donc ce monsieur qui est multimilliardaire, aujourd'hui, est un homme complètement hors limite, hein, qui vit dans un univers, le monde anglo-saxon et l'Amérique en particulier, qui considèrent qu'ils ont la mission, le devoir, la possibilité, l'envie, les moyens d'inventer le futur, et donc, qui le font. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a fait plusieurs choses. Il a fait une société que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Tesla, qui fait des véhicules électriques complets, qui ont une autonomie de 450 km. Je prenais hier un taxi, on parlait de ça. Moi, quand je prends les taxis, je benchmark tout ce que je vous raconte avec les taxis. Je prends du Uber et du G7, et puis je compare. Alors, je discutais avec ce monsieur qui me disait « Ah, mais vous savez, il y a 3 taxis à Paris qui ont des Tesla. » Je me disais « Mais comment ils font? Ils doivent se recharger toutes les semaines. » Non, ils ont 450 km d'autonomie. Et moi, je fais 250 km par jour en moyenne. Donc, vous voyez, c'est parfait. Et alors, ça coûte un peu cher. Aujourd'hui, ça coûte 2 fois plus cher qu'une voiture normale, mais ça ne va pas durer. Donc, il a fait Tesla. Alors, bon, vous pouvez dire « Bon, so what ?» Il a fait Tesla, mais il faut regarder ça de près. Il aurait pu aller voir Ford et General Motors en demandant à Ford et General Motors de lui faire une voiture dans laquelle il barque d'électronique, de capteurs, de puces GPS, et puis il se serait arrêté là. Non. Je déjeunais pas plus tard qu'hier avec le bras droit du président de PSA, donc on a un peu parlé de ces sujets-là. Et alors, il m'a appris que moi, je croyais quand même qu'il avait été chercher ses équipementiers, toutes les pièces détachées, et puis qu'il avait assemblé sa voiture, vite fait, bien fait. Non. Il me confirmait que même pour les choses les plus banales, alors il m'a dit la clim, je ne sais pas, mais le reste, il refait tout, de A à Z. Autrement dit, plutôt que de prendre une Ford et mettre un iPad dedans, il a pris un iPad, il a mis toutes les roues, la carrosserie, il a tout refait autour. Et ça, si je vous dis ça, c'est pas parce que c'est rigolo, parce que je vous assure que ça l'est pas. C'est parce que c'est démonstrateur de la vision conquérante qu'ont ces industriels de l'industrie, et ils sont prêts à revisiter entièrement les modèles d'affaires qui sont derrière des industries très traditionnelles en partant de l'usage final. Et quand on part d'un usage final et qu'on est hyper capitalisé, j'y reviendrai, on est dans un mode de l'hypercapitalisme, ça va poser un problème sérieux dans ce pays, on est dans un mode de l'hypercapitalisme où le jeu, c'est, à travers l'addiction et la séduction dont je parlais tout à l'heure, de séduire le plus vite possible le plus grand nombre d'utilisateurs pour que le coût politique attaché à essayer de les contrer soit extrêmement élevé. Regardez Uber. Uber, les taxis, les VTC, qui sont présents dans le monde entier. Alors pourquoi c'est pratique Uber? C'est pratique parce que vous allez dans n'importe quelle grande ville du monde, vous prenez votre application, vous avez un taxi. Rien que ça, déjà, pour les gens qui voyagent, c'est pas mal. Mais Uber a levé un peu plus d'1 milliard de dollars sur une valorisation de 17 milliards de dollars il y a 6 mois, vient de relever 1,2 milliard de dollars sur une valorisation de 40 milliards de dollars 6 mois plus tard. Donc, qui sont les gens? Alors, qui sont... Bon, alors, je fais un peu... Alors, excusez-moi, je fais toujours tout dans le désordre. Qui sont les gens qui sont derrière ces modes de financement un peu extraordinaires? Ce ne sont pas les banques, évidemment, qui sont aujourd'hui corsetées par un certain nombre de régulations, BAL 2, BAL 3, etc., et qui, on ne le sait, ne financent pas vraiment l'économie. Ce n'est pas non plus le marché, parce que le marché, aujourd'hui, les analystes, les chefs d'entreprise, etc., sont dans une logique court-termiste, au trimestre,
qui est très peu en adéquation avec ce genre de financement qui sont des investissements extrêmement risqués. Je veux dire, si le monde entier commence à envoyer Uber, enfin interdit le modèle d'affaires d'Uber dans le monde entier, ben, les gens qui ont mis des milliards de dollars sur Uber vont perdre leur mise. Donc c'est extrêmement risqué, ça peut venir très vite. Et pourquoi ils mettent ce milliard? Parce que pour conquérir, séduire, capter des clients très vite, de manière à ce que le coût politique d'une attaque contre eux devienne très élevé, eh ben, il faut forcément qu'il y ait beaucoup d'argent pour financer cette hyper-croissance. Donc c'est le business model des startups, mais ce n'est plus des gentilles startups dans un garage tel que le romantisme de l'innovation nous pousse à y penser. Ce sont des méchantes startups financées par des gens complètement fous. Elon Musk, tous les gens, je connaissais quelqu'un qui est allé bosser pour lui pour faire la qualité et qui est revenu en disant ce mec est fou, on ne peut pas bosser. Donc il est fou, mais il est riche. Donc, non mais, il est fou, mais il est riche. C'est le cœur du sujet, vous allez voir. On va y venir. Ah oui, il faut que j'y vienne vite. Alors, donc, hypercroissance financée par l'hypercapital, ce ne sont pas les banques, ce n'est pas le marché, c'est ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire soit des fonds... J'ai une minute? Ah oui, il faut vraiment que je fasse vite alors. C'est essentiellement de l'argent privé, mais non seulement il est privé, mais ce sont des personnes physiques. Et donc, c'est des personnes physiques qui font un pari spéculatif extrêmement risqué sur l'établissement à long terme de rente. Donc tout ce qui relève de la rente, le transport, l'électricité, les télécommunications, etc., font l'objet de leur attention. L'assurance, s'il y a un métier où la rente est importante, c'est l'assurance. Alors, je vais donc finir en une minute ma deuxième partie, qui est « Et nous là-dedans ». Alors, il m'est arrivé un truc... Ben vraiment, j'ai pas le temps, c'est horrible. Il m'est arrivé un truc à l'école polytechnique jeudi, ou le même colloque d'ailleurs dont je parlais, où à la fin, donc, consacré à l'intelligence économique, où à la fin, dans l'assistance, une petite voix d'une dame se lève et dit « Oui, mais l'être humain n'est pas qu'un être économique, c'est aussi un être sensible. » Alors oui, mais une fois qu'on a dit ça, alors, on vit une révolution industrielle où j'ai essayé de vous montrer que, quelque part, qui est la somme des deux révolutions industrielles précédentes, la machine à vapeur et l'électricité qui se rejoignent, qui va avoir des impacts en termes de réorganisation des industries extrêmement violentes, qui conduit, et ça je ne l'ai pas expliqué, c'est le plus important, à l'émergence de monopoles naturels. Google, c'est le monopole naturel de la publicité sur Internet. Facebook, le monopole naturel de l'interaction sociale. Amazon, c'est le monopole naturel de l'accès extrêmement rapide aux biens physiques. Enfin bon, je pourrais continuer comme ça. Et quand vous voyez que chacun des monopoles essaie de s'attaquer au monopole de l'autre, eh bien, il n'y arrive pas. Google+, par exemple, est un échec par rapport à Facebook. Apple n'arrive pas à monter au niveau des services, par exemple. Apple Maps n'est pas au niveau de Google Maps, etc. Donc, ce ne sont pas des monopoles naturels au sens vrai des économistes, mais c'est des monopoles naturels au sens, c'est des monopoles extrêmement difficilement attaquables, où il n'y a pas de place pour des numéros 2, ou très peu, et très peu de place pour des numéros n. Et donc, il est essentiel d'être le premier à inventer des nouveaux usages et à devenir ce monopole naturel-là, car si vous ne l'êtes pas, il n'y a plus de place pour vous. Donc, on est dans une guerre violente, financée par des Chinois, des Russes, peut-être demain des Qataris. Pour l'instant, ils préfèrent acheter des hôtels avec des retours sur investissement bien compris, mais j'espère que ça va continuer. Mais disons, pour l'instant, voilà. Donc il y a des poches de capital disponibles, il y a des gens assez fous et assez libérés de toute contrainte dans leur tête pour croire que c'est possible, il y a des gens qui sont prêts à prendre des paris risqués, etc. Donc après, face à ça, et on revient à l'édit de Nantes, il y a... Et ça, si vous voulez, c'est quand même fondamentalement la diaspora protestante qu'on a chassée dans le monde entier, c'est la revanche de la diaspora protestante et du modèle protestant, donc on revient à l'initiative, sur de la responsabilité individuelle, sur la responsabilité de l'État, sur tout un tas de choses qui font que ces gens-là sont, dans rapport à l'argent, enfin on pourrait longuement faire parler de ça. Donc j'ai vécu aux États-Unis, comme vous le rappeliez, donc je connais bien les deux cultures, je vois bien les différences, et
on est dans ce monde-là. Alors, on peut bien sûr jeter l'anathème sur ce modèle-là. On peut bien sûr dire c'est très mal. On peut bien dire écoutez, voilà, vous devrez venir vers le nôtre. Comment ça se fait que vous avez un modèle différent du nôtre, etc. Mais je pense que de même tout à l'heure, je parlais des huîtres et du fait que quand on met une gousse de citron dessus, elles ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Moi, je vois un pays aujourd'hui où, fondamentalement, on est plutôt dans un siècle des ombres. C'est-à-dire l'obscurantisme, je veux dire, prend du terrain. L'état de droit, moi, je considère qu'il est en pleine déliquescence dans notre pays. On est dans une logique où, fondamentalement, la prise de risque est vue comme une valeur négative, le progrès n'est pas vu comme une valeur d'espoir, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution, ainsi que l'Uruguay ou le Paraguay. Il y a 2 pays dans le monde, sauf qu'eux, paraît-il, ne sont même pas au courant. Non, c'est vrai. C'est pas juste un private joke. Donc, alors on peut se draper de sa dignité et dire c'est nous qui avons le bon modèle. Personnellement, je n'en suis pas persuadé du tout. Et on peut jeter l'anathème sur les gens et continuer à croire que, mais malheureusement pour nous, on ne peut pas séparer les variables de l'éthique, de tout ça, et de l'économie. C'est un fait. Alors, moi je suis un homme d'action, je suis du côté des pragmatiques, vous l'aurez compris, mais voilà. Donc je préfère, quelque part, rester vivant en ayant un peu tort, que l'inverse. Et en plus, enfin, on peut se poser légitimement la question, d'ailleurs, que même si on poursuit un but humaniste, etc., est-ce qu'un traitement social de la pauvreté à tout instant est la bonne tactique pour arriver à traiter la pauvreté à terme? Dans toute entreprise, vous savez, quand vous financez une entreprise, il y a ce qu'on appelle un pic de financement. Il y a un moment où ça va mal, avant que ça aille bien mieux. Une des citations d'Eric Carrel, qui est le fondateur de WeThings, que vous connaissez peut-être parce qu'ils vont se faire de la pub à la télé, les objets connectés, j'aime beaucoup, qui dit « À force d'empêcher les vieux arbres de mourir dans les forêts, on empêche les jeunes pousses de pousser. » Ça, on aime les poulies d'or dans ce pays, vous savez. Et on aide beaucoup les gens qui ont des difficultés. Parce que c'est eux qui en ont besoin. Mais quand on aide les gens en difficulté, il y a un dommage collatéral, c'est qu'on empêche les gens qui ont un futur d'émerger. Et autant en termes personnels, on peut comprendre cette approche, même si je pense que ce n'est pas le meilleur moyen d'arriver au résultat qu'on veut, autant au niveau économique, c'est totalement absurde. Parce que permettre à des boîtes de rentrer dans une forme d'hypercroissance, alors on peut discuter sur la création d'emplois qui sont associés à cette hypercroissance. Et on a légitimement des raisons d'être inquiets. Mais en tout cas, en termes économiques, on crée beaucoup plus de richesses quand on permet à des sociétés de devenir hypercroissantes, des monopoles naturels au niveau mondial, que quand tout le monde végète pendant des années. Je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur. J'ai été vice-président du Comité Richelieu, qui est l'association française des PME innovantes. J'ai été le... Hein? Enjoy quoi? Il faut que j'arrête? J'ai rien compris, c'est pas grave. Je vais faire comme si j'ai rien compris, ce qui est le cas. Et donc, il était le bureau des pleurs de ce genre de société. Et je peux vous garantir que c'est un véritable problème. Donc, il y a une vraie révolution copernicienne à faire dans ce pays, sur un tas de sujets. Et notamment, je pense qu'il faut réhabiliter la valeur de la prise de risque, montrer que c'est une valeur d'espoir et qu'il est beaucoup moins angoissant, in fine, et beaucoup plus porteur en termes de création de richesse, de prendre des risques, que d'avoir peur en permanence de perdre ce qu'on a. Voilà. Merci.